Joël Haïté, bonjour, vous êtes élu d'Evry, vous avez publié Laïcité et République aux éditions L'Harmattan. Régis de Castelnau, avocat, votre blog c'est Vue du blog. Vue du droit. Vue du droit, pardon, Vue du blog, moi je le vois bien ce matin. Membre de la rédaction de Causeur. Ah oui, non, mais voilà, on ne vous dit pas tout ce qu'on fait le soir, après le matin, on est un peu, voilà. Alexis Bachelet, ancien député PS, chef d'entreprise AB Consulting, et Dominique de Montvalon, journaliste politique. Merci d'être là ce matin. Édouard Philippe, tête de liste au Havre et Premier ministre, voilà, il a annoncé, il a dit que s'il était élu, on va y revenir, il n'irait pas à la mairie, mais bon, quand même, on peut se poser la question, oui, de savoir pourquoi. Macron avec ce t-shirt dénonçant les violences policières et en même temps il dit qu'il ne comprend pas ce terme de violence policière. Et puis la prime qui a été versée aux non-grévistes qui fait évidemment beaucoup réagir. Appelez-nous 0826 300 300. Alors commençons peut-être par ce petit tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Najwa, c'est un coup de gueule? Alors aujourd'hui, ce sera un coup de gueule. Oui. Coup de gueule qui concerne l'adoption d'une proposition de loi pour protéger le patrimoine sensoriel des campagnes. Oh là là. Tout un programme. Oui. Donc elle sera déposée par le député UDI de Lozère. Ça veut dire quoi, le patrimoine sensoriel? Alors, je vais vous expliquer. Parce que du coup, je me suis intéressée à la question. Donc, pourquoi ça m'agace? Parce que c'est un coup de gueule. Donc, c'est que la multiplication des conflits de voisinage opposant les ruraux et les retraités citadins en zone rurale est telle qu'il faut une loi. C'est-à-dire ceux qui ne supportent pas les coqs, qui chantent, les ânes trop près. Voilà. Et donc la loi dirait quoi? Cette proposition de loi, elle protégerait donc ce qu'il y a de plus naturel dans nos campagnes, c'est-à-dire les odeurs de crottin, les odeurs de bouse de vache, les chants du coq et des cigales, les sons pourquoi des il faut une loi cloches. pour ça? Mais une loi qui dit quoi? Parce que si vous avez un conflit de voisinage, l'avocat va peut-être pouvoir nous le dire, mais si mon voisin m'enquiquine avec son coq. Je vais devant la justice et puis la justice parce qu'il y a des juges, parce qu'il y a des juges qui ont rejeté, qui ont accepté plutôt des plaintes par rapport à des odeurs gênantes. Et récemment dans le Cantal, c'était des odeurs de vaches qui dérangeaient les citadins. Ah bon? Eh bien, le juge a condamné d'ailleurs les vaches. La vache. Non, le propriétaire de la vache. Et donc ça, les juges sont assez désarmés là-dedans. Et donc, il faut une loi pour réformer le code de l'environnement et permettre donc d'insérer ce qu'on appelle le respect d'un environnement global et traditionnel. N'importe quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit l'avocat? L'avocat, il dit que c'est n'importe quoi. Il est content, ça va faire du contentieux. Il approuve la chef. C'est à chaque fois qu'il y a un problème de société, etc., qui peut se comprendre, parce qu'il y a les néo-ruraux qui arrivent, etc. On va faire une loi, mais c'est tellement ridicule. Bientôt, on va faire une proposition de loi pour pérenniser la recette de la tarte tatin. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Alors, il y a une vraie question qui est les décisions des juges. La jurisprudence, elle est là pour ça. Vous avez raison, Valérie. Mais le problème, c'est que les juges acceptent beaucoup trop facilement, parce qu'ils sont, en général, des urbains aussi, et ils acceptent beaucoup trop facilement de prendre des décisions. Je suis ça un peu parce que ça m'amuse, je suis comme tout le monde. Ça relève un peu du fait divers. Est-ce qu'on a un auditeur qui dit qu'il faut cette loi pour éviter l'encombrement de la justice par des procédures menées par des intolérants? C'est-à-dire il y a un moyen très simple. Les intolérants, vous leur collez une amende civile pour procédure abusive et ils n'y reviendront pas. Faites-moi confiance. Non, c'est pas sérieux. Et là, les amis magistrats devraient être beaucoup plus raisonnables, simplement raisonnables. C'est vrai que c'est pas seulement un conflit de voisinage, ça pose des questions importantes, culturelles. Enfin, écoutez, même environnementales, je dirais. Faire enlever les cloches des vaches parce que ça empêche celui qui vient uniquement l'été de dormir, il y a un problème. Ou bien les gens qui vont voir les gendarmes en disant mais on peut pas faire la sieste parce qu'il y a les cigales. Enfin, écoutez, c'est totalement absurde. Dominique. Moi, je suis consterné de voir s'accumuler ces projets de loi sur projets de loi. On fait appel à la justice. Mais ce que je voulais dire quand même, c'est que
il s'est passé, c'est pas non plus complètement artificiel, on en est là. Oui, on en est là. C'est-à-dire qu'il s'est passé plusieurs cas, on peut en sourire. Au début, d'ailleurs, j'entendais ça, je voyais ça, etc. Dans les reportages, je souriais. Mais ça s'accumule. C'est des urbains. C'est pas des néo-ruraux, c'est des urbains qui viennent passer 8 jours ou 15 jours ou un week-end, etc. Des retraités et qui veulent la plupart du temps, c'est ça. Réécrire la campagne en fonction de leurs critères et de leurs exigences égoïstes. Alors, et olfactive. Votre coup de gueule, Dominique. Alors ça n'a strictement rien à voir. C'est un coup de gueule contre Nathalie Loiseau. Oui. Parce que elle ne me déçoit jamais. Qui ça? Comment? Qui ça? Nathalie Loiseau. Rappelez-nous qui est Nathalie Loiseau. Nathalie Loiseau. Là. Non mais attendez, je peux préciser, vous avez tout à fait raison de dire ça, mais justement moi-même je l'avais perdu de vue, je l'ai vu ressurgir ce matin. C'était celle qui avait été choisie bien imprudemment par Emmanuel Macron pour conduire la tête de liste des macronistes, je dirais, aux européennes. S'ils s'en sont sortis à peu près convenablement, c'est parce qu'il l'a mis de côté, rappelez-vous, à l'époque, et qu'il a pris lui-même les choses en main dans le sprint final. Mais là, elle vient de confirmer qu'elle n'est, et là je suis modéré, qu'elle n'est pas une politique. Ses propos sont consternants. Elle est peut-être une technicienne de la chose. Il y a encore au moins une personne qui l'écoute. Non, mais attendez, c'était des déclarations qui ont été faites ce matin, parce qu'aujourd'hui, c'est l'occasion de parler du Brexit. Oui, là, vous commentez parce que vous êtes en état de surexcitation dès qu'on parle de Nathalie Loiseau. Absolument. Qui m'indiffère complètement. Je le confesse. Le Brexit est une erreur, ça va encore. Et je me contente de la phrase suivante, bon, on en a noté plusieurs, on peut tous faire une bêtise, même dans un État souverain. Ce paternalisme invraisemblable, cette façon, je le dis d'autant plus que personnellement, je regrette je regrette le Brexit. Et je suis violemment pro-européen et très inquiet des forces de désintégration de l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui. Bon, passons. Mais c'est pour dire d'où je parle. Et là, je veux dire, c'est consternant. Mais c'est consternant. Cette façon, mais c'est insupportable pour les Français et bien au-delà, cette façon de faire la leçon mielleuse et de morale à ceux qui ont voté. Bon, ben, on peut dire, c'est peut-être pas bien, on verra peut-être rendez-vous, on va voir au tournant, etc. C'est insupportable. Voilà. Donc je ressuscite Nathalie Loiseau politiquement avec une pour conséquence, dire que ça me consterne. C'est que dimanche, je pense que si les tabloïds répercutent cette ânerie, parce que c'en est une, hein, je pense qu'on va prendre une belle volée sur le terrain de Twickenham, hein, parce ça, que c'est sûr. ils ont horreur de ça qu'on leur donne. Là, on parle du rugby. Hein. Oui. Mais les Anglais sont bons. Après la... Et ils seront encore meilleurs, c'est ce que vous suggérez. Oui, je pense que... Le risque que les tabloïds identifient une déclaration de Nathalie Loiseau est quand même microscopique. Oui. Alors... une petite truc. J'ai trouvé sur les réseaux, après que une journaliste de BFM ait dit cet après-midi à Jérusalem, cet après-midi Macron va rencontrer Arafat, hein, et donc il y a quelqu'un qui a mis... C'est un lapsus. Oui, alors après avoir rencontré Arafat, un deuxième qui était mort. Il va voir Mandela. Oui, après, il rencontrera Mandela et après Nathalie Loiseau. Je trouvais que c'était quand même très méchant. Attendez, n'en rajoutez pas, mais surtout, je voudrais vous dire une chose, que celui dont la langue n'a jamais fauché se lève et le dit. On est en train d'accabler, je la connais à peine, cette malheureuse journaliste. Non, mais là... Qui devait être crispé. Non, vous faites, ça m'étonne, maître, vous faites dans la facilité, là. Prenez des cibles qui soient... Mais je prends aucune cible, je ris plusieurs jours les réseaux après. Non, je parle de la... évidemment, c'est une petite journaliste. Non, c'est pas ça. Elle a fait une erreur. Tout ça n'est ni grave ni important. Ça a fait rire tout le monde. Non, je parlais de la blague que j'ai trouvée sur les réseaux. Il y en a souvent de très bonnes. Oui, il y a des choses assez drôles. C'est pas vous qui, sous pseudo, écrivez ces blagues? Ah non. Avouez, il n'a pas autant... Non, celle-là... Il n'a pas autant d'esprit. Voilà. Régis, votre coup de gueule? Alors, ce matin, j'ai essayé de trouver un coup de cœur pour pas être grognon en permanence, et puis j'ai eu un peu du mal dans l'actualité. Mon coup de gueule, c'est peut-être un peu fort, c'est l'espèce de révisionnisme concernant la Shoah que on constate aujourd'hui. Les pays d'Europe centrale sont en train de réviser ce qui leur est arrivé pendant la guerre, ce qu'ils ont fait. Je pense aux Polonais, qui dans le domaine de l'antisémitisme n'ont pas beaucoup de leçons à donner
ni de probité, ni de moralité. Il faut quand même dire qu'ils avaient aidé à dépecer la Tchécoslovaquie à Hitler. Et ensuite, le seul pogrom en Europe de l'Est qui a eu lieu après la guerre, c'est en Pologne. Donc, aujourd'hui, on est en train de dédouaner des gens. En Ukraine, le héros national, c'est Bandera, Stepan Bandera, qui était un nazi, un auxiliaire, qui a participé à la Shoah par balle. Je trouve tout ça déplaisant et inquiétant. Cette espèce il y a eu une délibération du Parlement européen qui était de ce point de vue-là pas terrible. Et moi, j'aimerais bien qu'on reste sur cette unicité, sur ce que ça a été. De ce point de vue-là, qu'on n'accable plus les Allemands, je veux bien, mais il faut pas non plus faire n'importe quoi. Et quand BHL va applaudir le Maïdan, et quand on voit qu'est-ce qui est au pouvoir, on a des questions à se poser. Je me disais bien qu'il devait y avoir quelque chose à la fin. J'attendais la fin de votre propos. On avait surgi entre deux portes BHL, ça y est, c'est fait. Entre deux micros, voilà. Vous préférez Glucksmann, qui a gagné de l'argent là-bas en plus. Non. Je trouve que... Il y a tellement de problèmes aujourd'hui que ne chargez pas la barque, en tout cas la mienne. Celui-là est grave. Moi, j'en ai beaucoup. Non, mais en tous les cas, c'est clair que c'est grave, d'autant qu'on assiste... Évidemment que c'est grave. Vous citiez, en effet, la Pologne et l'Ukraine à une dérive totalitaire de ces pays. Là, l'emploi du mot totalitaire est idéal concernant cette dérive-là. Mais moi, ce qui m'attriste, c'est l'impuissance de l'Europe face à tout cela. Cette montée des populismes dans ces pays-là, l'homophobie non condamnée. La Pologne, par exemple, n'est plus un état de droit pour moi. Et l'Europe est impuissante face à cela. Non, l'inaction de l'Europe. On va passer dans un instant au coup de gueule ou de cœur, je ne sais pas, d'Alexis Bachelet. Juste, moi, un coup de cœur, on en parle un petit peu tous les jours, mais un petit peu tous les jours quand même, on a du mal à aller au bout de cette histoire Mila. Et moi, je voulais dénoncer quand même, encore une fois, le silence assourdissant des associations féministes, dont Oser le féminisme, qui n'a pas réagi pour l'instant parce que cela pose des questions complexes et délicates. Voilà. Donc, on les a vus plus promptes à réagir sur d'autres sujets. Et je trouve qu'il y a des gens qu'on attend, qu'on aurait attendu, des féministes en particulier. Décidément sélectives. Il y a des indications. Et les LGBT, parce que toute l'histoire commence par des insultes à cette petite Mila, parce qu'elle refusait une drague. Je veux dire, c'est extraordinaire, quoi. Alors, le féminisme, tout ça, mais surtout, elle se fait traiter de salgouine, enfin, toutes les injures qu'on imagine. Enfin, écoutez, alors, elle réagit, surréagit, on peut discuter, elle avait le droit de le faire et de dire ce qu'elle a dit, on peut discuter de l'intensité, de la violence, ok, mais au départ, c'est ça, quand même. C'est ça. Et alors, donc, où sont les associations LGBT, là, ou LGBT et féministes, non, Alexis? C'était pas mon coup de cœur. Non, je sais, mais je fais. Non, mais vous n'avez pas réagi, vous n'avez pas beaucoup parlé. Mais j'ai eu l'occasion d'exprimer... Même la gauche n'est pas très montée au créneau. C'est vrai qu'on n'a pas entendu le Parti socialiste sur le sujet. Non, mais je pense qu'il faut condamner, mais je me demande quand même si aujourd'hui, toutes ces situations qui sont montées en épingle sur les réseaux sociaux, ça mérite en fait qu'on y consacre autant de temps. Il y a des lois. Quand il y a des menaces de mort, des appliquer, menaces de viol et des menaces et que Twitter, la fille est déscolarisée. Sur Twitter, malheureusement, quelle loi les lois, quand quelqu'un menace de mort quelqu'un, c'est pas autorisé, c'est interdit. Qui a été interpellé avec l'adresse IP, ça prend 5 minutes. Qui a été mis en garde à vue? Personne. Et vous avez la garde des Sceaux qui vient dire doctement, le blasphème en France est interdit, etc. Enfin, si, c'est exactement et précisément ce qu'elle a été rectifié depuis, c'était une belle connerie. Elle s'est fait recadrer par Christophe Castaner. Sauf que je vous signale quand même, alors qu'il suffisait d'écouter, ça prenait 30 secondes. Monsieur le procureur de Vienne, sur ordre, parce qu'on me raconte pas d'histoire, a ouvert une enquête préliminaire contre cette petite pour essayer de faire un dos à dos. C'est intolérable, enfin, écoutez. Dans un cas, vous avez une liberté d'expression. C'est ce que j'allais dire, l'enquête préliminaire est tombée à l'eau. En revanche, actualisons le propos. Suite à la mobilisation, l'enquête a été classée. Le classement sans suite, qui est évident. Qui était tellement évident pour quiconque écoutait ce que j'ai fait. Je pense pas être moins bon juriste que le procureur de Vienne. Je pense que son classement sans suite, c'est vraiment au secours fuyant, quoi. Donc, non, ce qui est plus ennuyeux, c'est effectivement les déclarations de Nicole Belloubet et
l'approximation et l'incapacité à avoir une réaction nette et claire. Mais ça, on l'a commenté. C'est encore une fois, où sont les féministes, où sont celles qui sont le gouvernement promptes aussi, puisque là, en l'occurrence, c'est le gouvernement qui a alimenté aussi la Castaner n'a pas été mauvais. Non, Castaner, non, mais c'est vrai que Castaner, pour le coup, à l'Assemblée nationale, il a été très clair et à compte. Oui, puis on marque une pause et vous aurez votre coup de cœur ou coup de gueule. Je ne sais pas, pour François Fillon, Alexis Bachelet, on va reparler. Un coup de cœur pour François Fillon ou un coup de gueule? Suspense. Restez avec nous, appelez-nous. Ce matin, on a eu une auditrice qui nous a appelé, qui était très déçue de l'émission. 0826 300 300, on est avec vous sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio, de retour dans le studio pour commenter l'actualité. Donc Alexis Bachelet, vous avez regardé François Fillon hier. Et alors, vous avez eu un coup de cœur. Et la larme à l'œil. Et la larme à l'œil. Oui. Un coup de cœur, il est encore ému, pour ceux qui ne le voient pas. Le retour de François Fillon, 2 millions de téléspectateurs, c'est pas mal, c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est mieux que ce qui avait pu être auparavant. Je pense que la prochaine fois, ils inviteront le Nelson Mandela français, Patrick Balkany, pour faire monter un peu plus l'audience. Mais je me demande, moi, en fait, à quoi jouent finalement les médias quand ils invitent un justiciable? Parce que je rappelle quand même que François Fillon n'intervient pas à n'importe quel moment. C'est juste avant un procès. Le procès qui concerne lui et sa femme, donc emploi fictif ou pas, je n'en sais rien, c'est la justice qui va se prononcer. Mais enfin, quand même, lui, il est venu défendre sa vérité avant d'aller devant les juges. Aucun justiciable français n'a droit à ce type de traitement, tant mieux pour lui. C'est peut-être parce qu'il est Carlos Ghosn. Oui, mais il a fui, Carlos pour Ghosn, cela. ils sont pas venus là, ils l'ont pas invité à France 2, ils se sont déplacés au Liban parce que c'est une autre situation. Il paraît que les enfants avaient envie de savoir. Mais moi, ce que j'ai trouvé aussi un peu finalement hallucinant, c'est le propos de François Fillon. C'est un peu comme Nathalie Loiseau. Les revenants ont des propos parfois étonnant. Donc il a dit que tout ce que faisait Emmanuel Macron c'était bien, mais que si ça avait été lui, ça aurait été plus vite et plus fort. On est en pleine sortie d'un mouvement social, un des plus importants de ces 20 dernières années. On est après la crise des Gilets jaunes, mais il est sans pas de problème, aucune analyse de l'état de la société française. Voilà, il a finalement appelé à soutenir les réformes d'Emmanuel Macron, mais en expliquant que si ça avait été lui, ça aurait été beaucoup mieux. Comme en 2010. Ouais. Où il a calé. Il avait dit, de toute façon, moi, Macron, c'est un petit joueur. Moi, j'ai mis 2 millions de personnes dans la rue. Donc ça, il l'avait fait aussi, cette déclaration-là. Donc, faut quand même, il y a des choses, des fois, en France, il faut s'étonner, quoi. Il faut quand même s'étonner que ça se passe de cette manière-là. Donc, je sais même pas si c'est plutôt un coup de gueule qu'un coup de cœur, mais c'est surtout pour dire ma consternation, mon étonnement, et je pense qu'effectivement... Et consternation, pourquoi consternation qu'on invite un justiciable, quelqu'un qui va passer en justice pour se défendre devant Ce qui a été dit, en fait, c'est qu'il veut gagner la bataille de l'opinion. Et donc, je pense que c'était la stratégie de com qui a été imaginée il a parlé par... de son affaire. Ah bah oui. Énormément. Il a totalement défendu Pénélope Fillon. Il a rappelé que c'était sa collaboratrice, qu'elle gérait son courrier, son agenda. Il a développé sa défense. Sa défense. Il n'a aucun regret. C'est-à-dire que le seul regret c'est d'avoir insulté Nicolas Sarkozy. Non, et puis au-delà de ça, le seul regret qu'il ait eu, c'est De Gaulle. On imagine le général de Gaulle mis en examen. Je termine. Oui. Le seul regret qu'il ait eu, c'est le cadeau de Maître Bourgi. Oui. Les vestes, c'est le seul regret qu'il a eu. Et en effet, il a justifié le fait que sa femme a travaillé et il aurait des preuves. Il aurait des preuves comme quoi c'était pas un emploi fictif, mais bon. Moi, il m'a pas convaincu en tous les cas. Je pense que le choix qui a été fait, c'est en effet de mobiliser l'opinion publique, d'avoir voilà. En tous les cas, moi, il ne m'a surtout pas convaincu et je pense qu'il croit en fait au tribunal médiatique. Mais il a perdu plutôt des plumes, à mon sens, parce que moi, il m'a vraiment pas convaincu. Alors, alors juste, c'est une question d'un auditeur. Pourquoi un justiciable ne pourrait-il pas être invité à la télévision ? Non, le problème, c'est que à mon avis, il y a un minimum de respect à avoir pour l'institution judiciaire sur laquelle je passe mon temps à taper, d'ailleurs. Je suis désolé.
il vous a pas convaincu, mais c'est pas du tout vous dévaloriser que de dire c'est pas vous qui devez être convaincu. Ce sont les 3 gars ou femmes qu'il aura devant lui lors de l'audience. C'est le prétoire où tout ça va se passer désormais. On peut considérer que la façon dont ça s'est passé il y a 2 ans et demi, c'était pas la bonne, etc. D'accord, mais maintenant il y a une instruction qui a été faite. Des ordonnances de renvoi, il est devant le tribunal, c'est là où ça se passe. Et en général, venir s'exprimer dans l'espace médiatique, c'est une espèce de bravade aux magistrats, c'est pour lui une très mauvaise idée, mais surtout, il y a un vrai problème. Enfin, écoutez, il y en a eu d'autres qui a usage. Oui, je sais bien. Je vais vous dire, Maître, ça fait partie aussi d'une stratégie. Valérie a raison de le dire. Il y en a qui font le choix de mobiliser l'opinion publique dans leur affaire pour essayer d'influer la décision. Après, ça marche ou ça marche pas, mais après, c'est un choix stratégique à mon avis qu'il a eu avec son avocat. Qui le font. Demandez à Balkany, qui était un homme extrêmement sympathique, qui était très populaire, très sympathique et très populaire. Il faut voir ce qu'il a pris. Dominique. Oui, bon. Je laisse de côté Balkany. Ce que je voulais dire, c'est que d'abord, pour ceux qui n'ont pas vu l'émission, je parle de nos éditeurs, tout le monde n'était pas devant son poste, c'était pas plus mal. Rappelons quand même que c'était pas les médias qui invitaient Fillon hier, c'était France 2. Et dans un cadre extrêmement particulier, puisque c'était une émission sur mesure dans laquelle, et à la différence des émissions habituelles de France 2, il n'y avait que Léa Salamé et Thomas Soto qui étaient en face de lui. Eux seuls avaient droit à poser des questions. Et la seule autre remarque que je me permettrais de faire, c'est que alors que la classe, le monde politique, je n'ai pas envie de dire classe, le monde politique est l'objet d'un discrédit justifié ou pas, mais d'une ampleur qui pose des problèmes pour l'avenir, cette émission aura contribué à accentuer ce discrédit. C'est tout à fait criant et évident. Je ne suis pas sûr que lui, personnellement, sorte grandi de l'affaire, mais il n'aura pas contribué à la gloire de son camp, passons, mais il aura contribué à affaiblir encore un peu plus le monde politique. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler entre autres de l'affaire du t-shirt d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, tête de liste au Havre. À tout de suite. Avec vous, nous sommes ensemble sur Sud Radio jusqu'à midi, avec aujourd'hui Najwa El Haïté, Luc Évry. Votre dernier livre, Laïcité et République, est paru chez l'Harmattan. Régis de Castelnau, vous êtes avocat, membre de la rédaction de Causeur. Alexis Bachelet, ancien député PS, chef d'entreprise AB Consulting, et Dominique de Montvalon, journaliste politique, éditorialiste. Édouard Philippe annonce aujourd'hui donc qu'il est candidat au Havre en tant que tête de liste. Il l'a indiqué dans une interview au quotidien Paris-Normandie, mais il affirme qu'il restera à Matignon s'il est élu et qu'il laissera sa place à une autre personne de la liste. Eh bien moi, je ne comprends pas. Je voudrais qu'on m'explique comment ça marche tout ça. Vous qui êtes élu, ou peut-être Alexis. En fait, il faut comprendre que... À quoi ça sert ? Pourquoi ? Comment ça fonctionne les élections municipales ? En fait, c'est une élection à 3 tours. Il y a les 2 premiers tours où les citoyens s'expriment dans les suffrages, et au 2e tour, la liste qui l'emporte à la majorité des sièges au conseil municipal, et après, le conseil municipal choisit le maire. Donc en fait, ils peuvent parfaitement, c'est légal, c'est un peu bizarroïde, mais politiquement, il va s'en expliquer, mais ils vont mettre Édouard Philippe tête de liste, donc pour gagner, l'espère-t-il. C'est pas fait quand même, c'est une élection, comme Darmanin à Tourcoing, enfin comme d'autres ailleurs. Et ensuite, au sein du conseil municipal, ils choisiront un autre élu de la liste, si c'est celle d'Édouard Philippe qui gagne, qui l'emporte, qui sera maire. Donc ce qui serait judicieux démocratiquement, c'est qu'ils disent aux électeurs du Havre qui sera le maire si ça n'est pas Édouard Philippe, puisqu'apparemment Édouard Philippe, entre la mairie du Havre et Premier ministre, il restera Premier ministre, si j'ai bien compris sa déclaration, mais vous voyez quand même que c'est un peu alambiqué. Alors, si je peux rajouter juste un mot pour dire la raison pour laquelle je pense que le Premier ministre a choisi d'y aller, puisque c'était pas une obligation, c'est que je pense qu'effectivement, dans la situation politique de fragilité du gouvernement, qui est quand même assez élevée, je pense qu'il a décidé que la meilleure défense, c'était l'attaque, et il s'est dit, je vais me ressourcer au suffrage universel. Et si je l'emporte dans ma mairie du Havre, je pourrais revenir à Matignon en montrant un petit peu mes biceps et en étant recrédibilisé. Voilà, je pense qu'il y a aussi une opération un petit peu d'image et de stature politique. Il veut se redonner à travers le suffrage universel. Et les citoyens dans tout ça ? Les citoyens, est-ce qu'ils sont dupes de ces manœuvres ? Je ne sais pas comment c'est perçu au Havre, mais c'est sûr que c'est pas extrêmement limpide et clair. Ouais.
Ça s'est toujours passé comme ça, le boomer que je suis. Moi, mais si, non, et sous le gaullisme, il y avait les gars, ensuite ils n'étaient pas élus maires. Alexis a raison, c'est le conseil municipal qui choisit le maire, qui choisit son exécutif. Il est tête de liste pour faire la locomotive. Moi, ça ne me choque pas tellement dans la mesure où c'était comme, rappelez-vous, quand Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir, il avait nommé Alain Juppé ministre des Affaires étrangères, et lorsque celui-ci a été battu aux législatives suivantes, il a démissionné. C'est-à-dire qu'il y a une forme de responsabilité. Je pense que si il est battu au Havre, si sa liste n'est pas élue... aujourd'hui, plus personne ne démissionne. Mais il y a une espèce de reconfirmation. Moi, personnellement, compte tenu de la façon dont sont gérées les collectivités locales, etc., moi, je ne suis pas opposé au cumul, quoi qu'il arrive, etc. Je pense que ça permet de marier les expériences. Non, moi, personnellement, et pourtant, je ne suis pas un soutien de ce gouvernement-là, je ne trouve pas ça choquant. Il va bien falloir faire campagne. Je veux dire, c'est du temps d'aller faire campagne, d'aller au Havre tous les week-ends. Il est Premier ministre. Non, oui, mais il y a dans une campagne, il y a des temps forts. Vous voyez, il y a des mobilisations aussi où le Premier ministre, à mon sens, sera présent. Mais moi, je rejoins... je vous rejoins quand vous dites, c'est pas une surprise, ça a toujours été, et d'une certaine manière, vous n'êtes pas Premier ministre à vie. Ouais. Donc, être territorialement enraciné, moi, je trouve pas ça choquant, d'autant qu'il a été maire du Havre. Été maire, absolument. 2010 et 2017. Moi, pour ma part, j'ai un passé aussi. J'ai été élue dans l'opposition au Havre, et je peux vous dire, donc sans flagornerie, il a fait des choses, et donc je suis pas étonnée que, puis ses origines sont aussi havrais, sa mère était enseignante là-bas, donc ça a du sens tout ça, donc je suis pas étonnée. Et puis qui veuille se confronter au suffrage universel et être tête de liste, là encore, c'est logique. Hein. Il dit, c'est la ville que j'aime, c'est là que sont mes attaches, jamais je n'ai envisagé un engagement politique ailleurs qu'au Havre. Je souhaite pouvoir continuer à transformer cette ville que j'aime, et pour cela, il faut se confronter au suffrage universel. Et il ajoute, j'ai une mission qui m'a été confiée par le président de la République. Je considère que je ne pourrai redevenir maire du Havre que quand cette mission sera achevée. Dominique ? Je suis sûr que beaucoup de Français ne comprendront pas cette gesticulation du Premier ministre. Pour autant, moi aussi, elle ne me paraît pas énorme. Que n'aurait-on dit s'il avait été se présenter en se mettant à la queue de la liste en disant, de toute façon, je ne peux pas devenir maire, quel que soit le résultat de l'élection. Première observation, il prend des risques. Oui. Il prend des risques parce que... Non, mais il faut commencer par dire ça. On dirait que ça, c'est directement dans le truc parce que... oui, alors je vous rejoins, Alexis. Le suffrage universel, c'est toujours un risque. Il prend des risques. Il prend des risques. Et ça, c'est plutôt à son honneur. En tout cas, il faut le noter. Parce que même s'il gagne, il faudra voir dans quelles conditions il gagnerait. Et c'est pas non plus complètement assuré. Donc... il peut être victime d'une forme plus ou moins importante de vote sanction dans le contexte actuel. Pourquoi se présente-t-il ? Pour deux raisons. Dans la situation où le gouvernement qu'il dirige est ballotté, comme on le constate semaine après semaine, il a besoin d'une relégitimation qu'il va chercher au Havre et qu'il trouvera ou qu'il ne trouvera pas. Ouais. Et puis il y a un deuxième, parce que c'est en deux temps, le deuxième volet, c'est qu'il songe à la suite. Alors la suite, c'est en 2022 au plus tard. Absolument. Mais sait-on jamais dans le contexte actuel, parce que nous ne sommes pas au courant. Il y a au moins une chose qui est bien réussie par Emmanuel Macron, c'est le verrouillage des discussions internes au gouvernement par rapport à ce qu'on a connu les 30 dernières années. Et en tout cas à l'Élysée, je veux dire, à défaut du gouvernement à l'Élysée. Il y a quand même des questions qui se posent actuellement. Est-ce qu'il est absolument assuré, là, dont j'ai parlé de 2022, mais est-ce qu'il est absolument assuré de rester en poste dans les temps à venir ? Ce n'est pas certain. Donc, ça légitime complètement sa volonté de relégitimation et sa volonté d'être ancré. Pour une fois qu'il y a, non pas un macroniste pur jus, mais quelqu'un qui est auprès, bras droit de Macron, il y en a quelques-uns comme ça, comme Darmanin d'ailleurs, mais ils ne sont pas si nombreux, qui sait ce que c'est. En politique, le fin mot de tout, c'est d'être choisi, d'être élu par les électeurs. Et alors, plusieurs auditeurs posent la question de savoir s'il est battu, est-ce qu'il reste en poste ?
Il y avait eu cette règle sous Hollande. N'anticipons pas, mais s'il était battu au Havre, je peux vous dire que ce serait un tremblement de terre. Il n'y a pas de... Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, d'autant que aux élections précédentes, il était passé dès le premier tour. Oui. Mais bon, ça, en effet, laissons les habitants du Havre choisir. Non, moi, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez, qui est très juste, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de s'ancrer. L'actualité, il n'y a pas si longtemps que ça, on le voyait à Bordeaux et d'ailleurs dans une autre ville. Eh bien lui, à Paris, on a imaginé qu'il puisse venir à Paris. Oui. Je me souvenais plus de Paris. Certains ont imaginé pour lui. Oui, mais lui ne le voulait pas. Il a mis un petit peu de temps à démentir. Oui, mais en tous les cas, il y a une volonté de s'ancrer et de s'inscrire dans la continuité. Bon, c'est tout à son honneur. Il va se confronter au suffrage universel. Et comme vous dites justement, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Oui. On a Eric, en ligne avec nous. Bonjour Eric. Bonjour Sud Radio. Bonjour. Merci de me donner la parole. Eh bien, c'est avec plaisir qu'on vous écoute. Voilà. Mais moi, je suis extrêmement choqué. Et si vous voulez, ça me prouve bien qu'en fait, notre système électoral, ainsi que notre démocratie, arrive à bout de souffle. Parce qu'après tout cela, de faire tous ces petits arrangements entre amis, c'est-à-dire je me présente, mais ça sera pas moi, mais ça sera un copain à moi, on est en train de tuer notre démocratie. Après, nous viendrons encore nous plaindre qu'il y a de moins de gens qui vont aux urnes pour voter. Parce que c'est toujours petit arrangement entre amis. Et là, encore une fois, on s'y aperçoit. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de faire, monsieur Édouard Philippe, le spécialiste des retraites? Il est en train de préparer sa retraite politique. Il se dit qu'il arrivera certainement pas au bout. Enfin, je sais pas, peut-être. Mais voilà, comme vous dites, après 2022, pas grave, il y a toujours le Havre. Mais c'est prendre déjà les électeurs du Havre et puis de toute la France, parce qu'il n'y a pas qu'au Havre. Hein. Et puis en plus, ces messieurs-là, ces messieurs, ils ne sont même pas d'accord entre eux. Quand on voit monsieur Benjamin Griveaux, qui quitte le gouvernement pour se présenter à la mairie de Paris. C'est vrai. Donc Paris, c'est plus important que les électeurs du Havre. Parce que lui, il peut le faire, il peut faire Premier ministre, maire, il peut tout faire. Non, arrivez à un moment, s'il vous plaît, rendez la politique à papa, ça suffit, quoi. Les petits arrangements entre amis, la politique pot-au-feu, je le vois même dans ma ville à Béziers, ça suffit, s'il vous plaît. Rendez-nous notre démocratie. C'est ça que j'ai envie de leur dire, s'il vous plaît. Voilà ce que j'avais à dire. De penser aux électeurs. Merci, vous l'avez très bien dit, Eric. Merci beaucoup. Oui, Alexis, Bachelet, vous Moi, je trouve que la conclusion de Dominique de Montvalon sur la discussion autour du passage de François Fillon s'applique parfaitement à cette situation-là. Est-ce que notre démocratie, vis-à-vis des électeurs, vis-à-vis des citoyens, sort grandie de ce type de manœuvre? Parce que c'est une manœuvre. Voilà. Moi, je dis quand même que quelqu'un qui se présente comme tête de liste à une élection municipale, il a vocation à être maire. Et que c'est un recul démocratique que ça ne soit pas le cas et qu'on dise votez pour lui, mais demain on élira quelqu'un d'autre. Je suis désolé, la démocratie c'est quand même la transparence et de savoir quand les gens votent, pour qui ils votent et pourquoi. Donc là on a quand même un vrai problème, et pardon de le dire, à l'époque de Lionel Jospin, il y avait eu des avancées pour éviter ces cumuls entre fonctions exécutifs locaux, ministres, etc. On avait fait des cloisonnements, on a fait des lois contre le cumul des mandats. Moi je suis désolé, il y a des gens qui ont voté Emmanuel Macron en pensant sincèrement que le nouveau monde, il y aurait plus d'éthique, plus de transparence, plus de morale et moins de bidouillage. Eh bien, pardon, mais encore une fois, les gens qui en reviennent n'en ont pas pour leur argent. Voilà, les gens qui ont voté pour cette majorité n'en ont pas pour leur argent, et ils peuvent considérer, qu'ils aient voté d'ailleurs pour Emmanuel Macron ou pas, qu'on est toujours dans des pratiques d'entre-soi politique et de magouillage, de petites magouilles, de petits arrangements. Quoi. Voilà. Allez, je voudrais qu'on passe à un autre sujet. Alors, on va peut-être marquer une petite pause. Emmanuel Macron avec ce t-shirt dénonçant les violences policières. C'est une photo qui a fait énormément réagir, à la fois les gilets jaunes, tous ceux qui ont pu manifester, et puis les syndicats de policiers. On va y revenir. C'était à Angoulême, au festival de la bande dessinée. Je vous avais certainement vu passer cette photo. 0826 300 300, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff. Emmanuel Macron, hier, est allé en visite au festival de la BD d'Angoulême, qui se tient tout le week-end. Si vous êtes dans le coin, je vous encourage fortement à y aller. Il a déjeuné avec des dessinateurs et il a accepté de faire un selfie avec Jules, un des dessinateurs de Charlie Hebdo. C'est un t-shirt qui montre un petit chat avec un œil sur lequel se figure un sparadrap croisé. Donc on comprend bien qu'il a été atteint à l'œil, et il y a LBD, le L
est barré. Et évidemment, ce t-shirt a beaucoup fait réagir les syndicats de policiers, les gilets jaunes, tous ceux qui ont été blessés, qui ne comprennent pas cette photo. Est-ce que c'est du cynisme? Écoutez ce que répondait Emmanuel Macron. Même si je suis en désaccord avec Jules, parce que nous sommes un pays où il y a la liberté d'expression, le droit de caricaturer, de blasphémer, et que cette liberté, il faut la célébrer. Mon rôle est de l'accepter, de la protéger. Ce t-shirt dit quelque chose de très profond, qui est que dans notre pays, la liberté d'expression est préservée, protégée. On est même un pays, il y en a peu dans le monde, où la liberté de blasphème est protégée. La liberté de critiquer tous les dirigeants, de les railler, Et ça, c'est un trésor. Ce trésor, il a une contrepartie, c'est qu'on n'a pas le droit au discours de haine et qu'on n'a pas le droit à la violence. Alors, choqué, pas choqué par cette photo, surpris, étonné, mauvaise com, maladresse? Pas surpris. Ouais. C'est... Régis de Castelnau. Je ne veux pas être très long. J'adore la bande dessinée. Je suis même un fanatique, j'en ai beaucoup trop. Je trouve ça... Bon, c'est du Macron, quoi. C'est-à-dire que je vais utiliser un mot qui est peut-être pas adapté. J'écouterai après autour de la table. Mais je trouve qu'il y a dans cette façon provocante, un peu indécente, une forme d'ingénuité. C'est-à-dire que ça, voilà, il ne se gêne pas, il fait ça, alors que c'est sûr que ça va provoquer, ça va faire le buzz du jour. Il y en a un par jour, c'était Belloubet la veille, etc. Mais ce truc, et depuis le début, il nous a habitués, les photos de Saint-Martin, les trucs comme ça, être à côté de la plaque, quoi. Et je pense que ça provoque une certaine rage. Parce que il avait dit les cursus de l'ancien temps où pour devenir président, il fallait se présenter 3 fois. Marine Le Pen, ce sera la 3e là, en 2022. Et donc, je pense que c'était quelque chose d'important. Oui, effectivement. Et donc, est arrivé là quelqu'un qu'on connaissait pas, qui sortait des moules précédents, et à chaque fois, c'est une surprise parce qu'il est là où on ne l'attend pas. Je pense pas que ce soit une très bonne chose pour la fonction. Oui. Moi, ça m'a pas choqué. Oui. Et d'ailleurs, il a apporté une réponse très juste. Il a dit, voilà, on est dans un pays libre, démocratique, et puis à l'heure où la liberté d'expression est malmenée, eh bien bon, cette photo ne me choque pas plus que ça. D'ailleurs, il a souligné qu'il était en désaccord profond avec cet artiste en disant que la violence, elle est plus policière qu'autre chose, et que la violence vient plutôt de la société. Bon, certes, mais moi, pour ma part, l'utilisation de LBD, et je tiens à le souligner, parce que j'ai jamais eu l'occasion de le dire, me choque profondément, et je trouve ces images de manifestants éborgnés insupportables. Oui. Alors, une réaction, Dominique, politiquement. Françoise Degois, que vous entendez sur Sud Radio régulièrement, dit « On appelle ça des injonctions contradictoires. Je ne comprends pas ce que cherche Emmanuel Macron en posant avec un t-shirt sur lequel on voit un chat éborgné avec la légende LBD 2020 au Festival d'Angoulême. Tout cela sonne faux. Les syndicats de policiers ont réagi. Cette photo est incompréhensible. Que voulez-vous dire aux policiers, aux gendarmes, Monsieur le Président ? Donc, personne n'est content dans cette histoire. Vous ne me demandez pas de commenter l'amie Françoise Degois, qui est une personnalité que je suis toujours avec passion. Bien sûr, on ne commande pas Françoise Degois. Vous pourriez, enfin, si je peux me permettre, le jour où elle dirait quelque chose d'un petit peu indulgent pour Emmanuel Macron, vous pourriez, si ça m'avait échappé, vous pourriez me le signaler. Ce serait pour moi un véritable événement. Fermons la parenthèse. Ouais. Moi, je vous trouve un peu indulgente. Je trouve que c'est complètement inapproprié. J'aime bien personnellement une dimension j'ai toujours bien aimé chez Macron une dimension, mais ça ne doit pas être la dimension prioritaire quand on est président de la République, une dimension provocatrice et transgressive qui est une partie de son originalité, laquelle agace ou exaspère les uns et peut séduire quelques autres. Mais là, dans le cas précis, je pense aux policiers. Et je crois qu'il ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre et les policiers, alors quand je parle des 98%, il y a quelques cas qui relèvent de la justice, ok, mélangeons pas tout, je dis pas, bon. Mais il ne se rend pas compte dans quel état, eux, et des reportages l'ont montré récemment, eux et leurs familles et leurs enfants se trouvent aujourd'hui, après des semaines et des semaines d'essayer de contribuer légitimement à défendre leurs républicains et à remplir leurs devoirs, tout simplement. Je ne devrais pas employer des termes trop amphigouriques. Et là, je pense, c'est léger, c'est inapproprié, c'est léger.
j'ai été... Ça c'est... Pardon, je vais dire comme ça, c'est du mauvais Macron. Mais que ne l'aurait-il pas fait? On lui aurait reproché... non, il est avec un excellent artiste qui, j'ai cru comprendre, j'ai pas mené une enquête approfondie sur ce sujet, ils étaient dans le même avion pour aller en Chine, je crois, enfin ils se connaissent un petit peu, enfin il l'a pas découvert à cette occasion-là, qu'il le trouve sympathique et de surcroît talentueux, je parle du président, qu'il le trouve l'autre sympathique et talentueux, je comprends parfaitement. Non, mais attendez, je comprends pas votre question, il n'était pas obligé de poser avec ce t-shirt, non. Moi, en tout cas, je me sens de cœur avec, dans le cas précis, parce qu'il faut choisir, dans le cas précis, avec toutes les membres des forces de l'ordre et toutes leurs familles qui, alors là, il manquait plus que ça. Alors, voilà. mais tout le monde est choqué, c'est-à-dire que ceux qui ont manifesté, qui ont été éborgnés, disent c'est du cynisme. Non, mais d'accord, mais Alexis, j'écoute ce qui est dit de l'autre côté aussi. Mais... Alexis. Il n'y a pas de bonne communication si l'effet produit, c'est de déplaire à tout le monde, de choquer et de provoquer. Voilà. Donc je m'étonne parce qu'effectivement, Emmanuel Macron est un communicant avisé, il connaît la force de l'image. Maintenant, depuis qu'il est chef de l'État, il sait très bien qu'il y a une charge symbolique dans la fonction présidentielle, en particulier en France. C'est l'héritage de la monarchie, donc tout ce qu'il fait ou ne fait pas est analysé, disséqué et ne peut pas manquer de susciter des réactions. Donc j'essaye de comprendre en fait ce qu'il y a dans la tête du président à ce moment-là et qu'est-ce qu'il essaye de faire passer comme message. Je ne comprends pas et je vois son intervention, son commentaire. Parce que c'est pareil, la bonne communication dans l'image, c'est quand on n'est pas obligé de se défendre. De commenter l'image. Voilà. Bon, là, on voit bien qu'il est obligé de commenter l'image. Il essaye de lui donner du sens. Mais je pense qu'effectivement, il a pas réussi. Et qu'il est trop en décalage, si vous voulez, entre la fonction et les libertés qu'il prend avec le fait qu'il représente tous les Français et que le président doit éviter, autant que faire se peut, de choquer, de diviser. Choquer inutilement, disons. Inutilement, non mais de choquer à la légère. À la légère. À la légère. Moi, je vais vous dire, il était dans un contexte particulier, le festival de la BD d'Angoulême. Et comme je disais, je vais être redondante, mais à l'heure où la liberté d'expression, moi je l'ai interprété comme ça, à l'heure où la liberté d'expression est malmenée, avec cette affaire Mila, etc. Donc, un artiste qui lui demande de poser par rapport à une œuvre, puisque ça c'est une œuvre, sur un t-shirt. C'est un message, c'est un t-shirt qui porte un message contre les forces de police, contre les agressions dont ont été victimes un certain nombre de manifestants. Donc et après, il s'en explique. Après, c'est vrai que le président s'en explique en disant voilà, je ne me désolidarise pas de la police, mais en tous les cas, voilà, pour moi, ce message-là doit aussi passer. Mais moi, je reviens à la liberté d'expression. Ça agace les forces de police qui se sentent mises en cause et que ça donne l'impression aux gens qui ont manifesté, qui pour certains ont été éborgnés, d'autres victimes de gaz lacrymo et parfois ont eu le sentiment que la police avait la main lourde. Ils ont l'impression qu'on se moque d'eux. Alors attendez, que le président l'énarque. Donc dans tous les cas, il perd sur tous les tableaux. On a Barbara qui nous appelle de Carcassonne. Bonjour Barbara. Bonjour Valérie et bonjour à tous. Bonjour, on vous écoute. Pour ma part, j'ai été extrêmement choquée, car pour moi, un président digne de ce nom doit être vraiment conscient et responsable de ses actes et de ses paroles dès qu'il est dans la sphère publique. Qu'il se réunisse avec des amis, qu'il fasse ce qu'il veut, ça ne nous regarde pas. Mais là, ce que je vois personnellement et ce que j'entends autour de moi, c'est que maintenant, à l'incompétence s'ajoute l'irresponsabilité, car il confond le théâtre et la politique. Son comportement devient infantile et méprisant. Et moi, je me demande comment peut-il prendre soin de la France et du peuple s'il ne nous aime pas et qu'il ne nous respecte pas. Même ceux qui ne l'ont pas élu. Parce que même si on ne l'a pas élu, il est quand même notre président. Donc pour moi, la fonction présidentielle doit s'élever au-dessus de tous les clivages pour reconstruire l'unité. Et ce n'est pas en montant les uns contre les autres, et on peut bien ne pas être d'accord, mais il nous doit le respect, car c'est quand même nos impôts qui lui permettent de mener sa vie d'enfant gâtée, transgressive. Et ce t-shirt, pour vous, était une provocation ?
C'est une provocation, mais c'est le signe beaucoup plus grave même d'un manque de réflexion. Parce qu'un président, pour moi, c'est quelqu'un, s'il est arrivé au stade de l'Élysée, c'est un homme qui doit être capable de penser les conséquences de ses actes. Alors Dominique voulait dire un mot. J'entends l'auditrice. Ses propos sont frappants parce que très marquants parce qu'elle. Madame, vous avez exprimé les choses avec autant de sévérité que de mesure dans la formulation, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc c'est assez troublant. En tout cas, ça m'interpelle, comme on dit bêtement. Ce que je pense, j'ajoute juste ceci, c'est que le président, dans le cas précis, n'a pas pris en compte une réalité qui est absolument criante. Les Français aujourd'hui, où qu'ils se situent, ont les nerfs à vif. Absolument. Et donc, profil bas. Donc on ne peut pas se permettre des choses ou des contre-pieds, si je puis dire, ou des second degrés, qui, dans un autre contexte, pourraient, même venant du président, être compris et admis. Oui. Il le fera toujours. Moi, ce qui me frappe dans cette séquence, c'est qu'on a d'abord une réaction, l'auditrice a dit infantile, je dis puérile. Je pense que c'est spontané. C'est-à-dire qu'il y a une forme, je le dis, d'ingénuité. Mais lorsqu'on l'interroge là-dessus, il redevient un vrai politique, parce qu'il fait une déclaration où il rappelle que le blasphème on peut, etc. Donc il recadre Madame Belloubet indirectement, et puis il défend ses positions. La haine, on est en train de nous concocter la loi Avia, qui est profondément liberticide, à mon avis, etc. Donc il redevient politique après, mais il peut pas s'empêcher d'être clivant, et il respecte pas les deux corps du roi. Et à l'instant, donc, on apprend que le Conseil d'État suspend en partie la circulaire Castaner. Elle devait donc gommer la nuance politique dans les résultats pour 96% des villes. Donc le Conseil d'État suspend en partie la circulaire Castaner. Je pense qu'on va en reparler sur Sud Radio. Le Conseil d'État est entré dans l'opposition. Je dis ça de façon polémique. Mais nous continuerons la polémique un autre jour. Merci à tous les quatre d'être venus ce matin sur Sud Radio. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera là.